Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Multi-21. Je suis en compagnie de Louis Matelin. Salut Louis. Salut Clément, salut à tous. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons aujourd'hui parler du retour du championnat du monde d'endurance. Ça y est, ça reprend ce week-end à Spa pour les 6 heures de Spa. On va parler bien évidemment de toutes les catégories, mais déjà on va faire un point sur le calendrier puisque 2 nouvelles courses font leur apparition cette année, Louis. Les 8 heures de Portimao, les 6 heures de Monza. Et on va pas se le cacher, ça fait du bien parce que sur les 7-8 premières saisons, on avait eu les 11 mêmes circuits qui tournaient en boucle. Où on allait à Fuji, on allait à Sebring, puis on allait à Austin, on allait à Mexico, Silverstone, on avait toujours les mêmes. Là, ça fait 2 nouvelles têtes et c'est pas mal pour le renouveau du championnat quand même. C'est pas mal pour le renouveau du championnat, effectivement. Alors on va aller, tu l'as dit, à Portimao, qui est un circuit magnifique, enfin que j'adore personnellement, qui est peut-être pas tout à fait adapté à la Formule 1, même si on a vu une course plutôt intéressante la dernière fois, mais c'est pas forcément le meilleur circuit pour la Formule 1. En tout cas, j'espère que pour l'endurance, ce sera mieux, et je pense que ça va nous donner une course assez intéressante. Et puis on ira à Monza. Alors Monza, c'est pas non plus un circuit qui est inconnu des pilotes d'endurance, parce que ça a longtemps fait partie du championnat du monde il y a longtemps, puis plus récemment de la Cup qui avait, enfin l'European Le Mans Series à l'époque où c'était le top niveau de l'endurance. Et puis c'est quand même un circuit qui est très intéressant, Monza, hein, et très rapide, et puis surtout qui va permettre de préparer les 24 heures du Mans, parce que c'est aussi un circuit à faible appui aérodynamique. Tout à fait. D'ailleurs, on rappelle que pendant quelques années, notamment de 2014 à 2017, les teams de LMP1 venaient se tester à Monza sans la chicane pour les configurations Le Mans. Donc ça va être plutôt intéressant. Et puis dans ce renouveau de calendrier, on n'oubliera pas de parler du fait que sans le Covid, on aurait dû normalement aller à Kyalami aussi. Donc c'est bien de voir tous ces nouveaux circuits, ça nous change un peu, parce que c'est vrai que autant la F1 ou le WRC arrivent à pas mal renouveler leurs courses, autant parfois l'endurance, on a l'impression depuis le début du championnat du monde qu'on a un peu toujours les mêmes. Par contre, les gros changements, ce sont les écuries. Et là, on va parler du plateau de façon globale. Je vais te poser une question, mon cher Louis, avant de passer catégorie par catégorie. L'an dernier, on titrait que la saison 2020 était la saison 2019-2020 était une saison de transition. Est-ce que finalement, c'est pas cette saison-là, 2021, qui est la vraie saison de transition en WEC ? Oui, effectivement, on a l'impression que toute cette histoire de Covid a retardé un peu les annonces et les retours, en tout cas, qui étaient prévus en endurance. Et finalement, ce qu'on s'attendait à avoir comme une saison de transition l'année dernière était plus une saison de fin de cycle, alors que la saison de transition arrive réellement cette année, avec Toyota qui répond bien présent, notamment je parle en top catégorie, hein, dans la catégorie hypercar, avec Toyota qui a répondu présent, mais Glickenhaus qui va n'arriver qu'en cours de route, Peugeot qui n'arrivera qu'en 2022 et Ferrari encore plus tard. Donc finalement, oui, ça ressemble plus à une saison de transition qu'à un réel lancement en grande pompe de ce nouveau championnat hypercar. Mais ceci dit, il y a quand même des choses intéressantes qui vont se passer. Tout à fait, hein, notamment, on le dit toujours, mais dans la catégorie GT, on aura toujours une sacrée bataille en LMP2 aussi. On va commencer par les catégories, normalement les catégories les plus confidentielles du plateau, le LMP2 et le GTE AM, même si cette année c'est celles qui seront en nombre, et notamment en GTE AM. Et il y a quelques écuries intéressantes, hein. On a F Corse qui est là avec 2 voitures, on a Iron Lynx qui s'est pas mal développé et qui est aussi là avec 2 voitures, dont la 85 qui est un équipage 100% féminin, et puis des grosses écuries qu'on a l'habitude de voir et dont je vais te laisser parler, notamment le team Project One ou ce team Aston Martin semi-officiel. Oui, le Team Project One, c'est un team qu'on connaît très bien, hein, qui engage des Porsche, pas depuis très longtemps en championnat du monde, mais depuis 2018, ouais, mais qu'on aime beaucoup. Qu'on aime beaucoup, ils font un excellent boulot. On va retrouver dans ces équipages un Matteo Cheroli qu'on connaît très bien parce qu'il a longtemps dominé la Porsche Super Cup, et aussi Axel Jeffries, hein, qu'on avait vu en GP2 et qui, tu le disais avant qu'on démarre le live, mais qui était pendant tout ce temps instructeur sur le circuit d'Abu Dhabi. Un pilote qui a eu un parcours assez intéressant. En tout cas, ce team Project One, c'est toujours un team très 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 fort. Et ce team Project One, qui en plus a son pendant de l'autre côté de la pit lane, qui est le team Dempsey Proton Racing, qui engage aussi des Porsche et qui est aussi un team qu'on aime beaucoup à Multi-21, avec de très bons équipages, et notamment l'équipage 77 avec Matt Campbell et Christian Reed, et ça risquera d'être parmi les favoris de cette saison. Tout à fait, et j'aimerais parler d'un point que tu as relevé avant qu'on commence, mais il y a beaucoup de jeunes pilotes en GTE-AM qui sont là pour se former, notamment Antonio Fuoco qui est pas très vieux, qui doit avoir 24 ou 25 ans, Felipe Fraga qui a aussi 25 ans, Denis Olsen qui a 25 ans, et qui sont des pilotes qui sont formés par
Aston Martin, par Porsche, par Ferrari, pour devenir les futurs pilotes de GTE Pro dans les années à venir. Donc tu en avais parlé, et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ces jeunes pilotes placés dans les différentes écuries pour l'avenir. Oui, tout à fait. Bah, et puis même Fuoco, qui était quand même un pilote longtemps couvé par Ferrari, notamment en GP2, voire F2, je me souviens plus trop du nom du championnat à l'époque, mais on peut même se dire que Fuoco, il est pas là pour devenir pilote de GTE, mais voire même pilote d'hypercar lorsque le moment sera venu. Tout à fait. Oui. Et donc d'ici 2 saisons, il sera habitué à ce championnat, aux courses d'endurance et au circuit du championnat du monde d'endurance au moment où Ferrari débarquera en hypercar. Le LMP2, alors cette année, un LMP2 très spécial. Et alors moi je suis pas forcément d'accord avec ce qui se passe en LMP2, mais je vais te laisser commencer sur la catégorie. Une catégorie qui est distincte en deux, le LMP2 classique et un LMP2 Pro Am Cup où l'un des pilotes devra être bronze, donc c'est-à-dire le plus bas niveau. Il y a 4 niveaux, il y a platinium, or, argent et bronze. Et bronze c'est le plus bas niveau que puisse avoir un pilote en endurance. C'est des pilotes qui ne sont pas professionnels et qui ont peu d'expérience en endurance. C'est vraiment le plus bas niveau. Et je vais te laisser en parler, mais moi je suis pas trop d'accord avec cette idée de faire une catégorie Pro Am Cup en LMP2. Oui, alors toi, tu en parleras après, mais visiblement, tu n'étais pas trop d'accord avec l'idée d'avoir des pilotes bronze en championnat du monde. Moi, ce qui me dérange, c'est quelque chose d'un peu différent, mais je suis dérangé aussi. Ce qui me dérange, c'est que on avait déjà l'obligation d'avoir au moins un pilote silver, argent, en LMP2, avec 2 pilotes professionnels la plupart du temps pour les équipes qui visent la gagne. Et je vois pas l'intérêt en fait de faire une classification séparée pour les pilotes bronze par rapport aux pilotes argent, puisque les deux de toute manière sont des gentleman drivers, sont pas des pilotes professionnels, qu'ils soient bronze ou argent. Et je vois pas trop l'intérêt de faire 2 catégories séparées. Et je vois encore moins cet intérêt de faire des catégories séparées quand je vois par exemple l'équipage du Real Team Racing, la numéro 70, qui va compter à son bord effectivement un pilote bronze qui est Esteban Garcia, mais il y aura aussi Loïc Duval et Norman Nato qui sont quand même des pilotes excellents. Et je vois pas comment cela pourrait être en plus dans une catégorie séparée censée être moins bonne que les autres catégories. Enfin bon bref, de toute manière, je pense que ça changera pas grand chose et je pense pas qu'on regardera énormément ce classement Cup séparément du classement général LMP2. Et pour compléter ce que tu dis, là, moi ce que je trouvais dommage, c'est qu'on ait des pilotes d'un aussi bas niveau en championnat du monde. Alors je comprends quand GTE AM, on puisse avoir des pilotes silver. Je comprends que on a besoin d'un pilote silver en LMP2, même si c'est un championnat du monde, c'est pas de la compétition client, on n'est pas en GT comme le fait Stéphane Ratel l'organisation, on n'est pas avec des catégories de compétition client. Là, on est censé être dans un vrai championnat du monde avec des vrais bons pilotes, et il y a des vrais bons pilotes. Et ce qui me fait mal, c'est de voir que le pendant nord-américain du LMP2, c'est-à-dire le DPI et l'IMSA, sont en 100% pilote pro et le sont depuis 2017 quand les deux catégories étaient mélangées. Et là, c'est pas le cas et c'est assez dommage. Après, pour revenir sur la catégorie en soi, je trouve que c'est l'European Le Mans Series tient vraiment son rôle depuis quelques années puisqu'on voit des transferts de pilotes de l'un à l'autre. On avait vu le petit Philippe Hanson, l'excellent Britannique de chez United Autosport qui était passé de l'ELMS et de l'Asian Le Mans Series même au WEC il y a 2 ans. Là, on voit une transition cette année de tout l'équipage du Richard Miles Racing Team, donc l'équipage 100% féminin avec Tatiana Calderon, Sofia Flörsch et Betske Visser de l'ELMS au WEC. Et je trouve que du coup, là-dessus, ça sert pas mal de transition puisqu'on a vraiment beaucoup de pilotes qui font la passerelle et ça tient son rôle de championnat d'Europe et je trouve ça plutôt intéressant. Du coup, c'est un plateau où il y a énormément de très bons pilotes, de noms qu'on a eu depuis longtemps. Je suis très heureux de voir un Stoffel Van Dorn, mais je trouve que les deux teams Jota, la 28 et la 38, sont très très fortes. Mais tu l'as dit, ces pilotes bronze sur certains trios gâchent un peu la fête. Voilà. Qu'est-ce que va faire Esteban Garcia pour Real Team Racing c'est un peu la question. Ouais, je pense que dans ces équipes-là, notamment ces équipes qui ont un pilote bronze, on va mettre ce pilote bronze le moins longtemps possible dans la voiture et on va demander aux 2 autres de rattraper le retard ensuite. Je pense que les stratégies pilotes vont être assez claires. Oui, ça va être un peu dommageable sur des courses qui vont être assez courtes, notamment les courses de 6 heures. Les catégories pro, écoute, c'est des catégories très faméliques, mais pourtant c'est peut-être celles qui vont nous prendre le plus de temps. On va commencer par le LMGTE Pro, où là pour le coup on peut parler de vraies saisons de transition puisqu'il ne reste plus que Ferrari et Porsche. Exit Aston Martin qui s'est reconcentré sur la compétition client en GT et donc son arrivée en Formule 1 pour le moment. Après, on en parlait hors antenne, mais on espère à long terme le retour d'Aston et on espère aussi peut-être voir arriver Corvette l'année prochaine puisque le GTE s'arrêtera en IMSA à la fin de cette saison et Corvette va déjà faire quelques courses cette année en WEC.
À part ça, ça sera une bataille à 4 entre 4 voitures où il n'y a pas grand chose à dire d'autre que tous les pilotes sont excellents et que les teams maîtrisent parfaitement leur sujet. Et voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça sera une excellente bataille, mais qu'à 4 voitures malheureusement. Bah oui, ce sera forcément une excellente bataille parce que AF Corse et Porsche, de toute manière, c'était les deux meilleurs teams quoi qu'il arrive. Ils ont des pilotes qui sont là depuis des années et des années, qui connaissent parfaitement les voitures, les circuits, le championnat. Et dans tous les cas, ça va rouler très très fort. Alors tu parlais du retour éventuel d'Aston Martin, de l'arrivée espérée de Corvette. Moi, j'aimerais bien revoir certains teams privés. On avait vu à une époque des teams privés engager des voitures en GTE Pro. J'aimerais bien revoir certains teams privés, notamment des gros teams qu'on voit en GTE AM, qui seraient peut-être capables d'amener des voitures en GTE Pro. Alors ça me semble compliqué, mais pourquoi pas éventuellement engager une troisième Ferrari ou une troisième Porsche par un team privé, et ça permettrait de garnir un peu ce plateau de LMGTE Pro. Ouais, tout à fait, hein. Des teams comme Project One ou DMC, qu'on a déjà vu d'ailleurs, DMC Proton Racing, ont tout à fait la capacité d'amener des pilotes pro Porsche dans cette bataille et d'un peu enrichir ce plateau. Pour finir, l'hypercar bien évidemment. Alors pour la première course à Spa qui se déroule donc ce week-end, il n'y aura que 2 hypercars, les 2 Toyota qui seront accompagnés d'une drôle de voiture dont je vais te laisser parler. Mais pour la suite de la saison, on devrait avoir le team Glickenhaus et j'aimerais qu'on commence là-dessus puisque finalement c'est un team qui se montre de plus en plus sérieux, qui suit son plan de route depuis le début et ça va peut-être devenir une vraie concurrence pour Toyota sur le long terme. Mais on espère, oui, parce que tout ce qu'on veut, c'est du spectacle. Mais effectivement, tu l'as dit, ce team Glickenhaus, il suit parfaitement son plan de marche. Ils n'ont jamais annoncé des choses intenables. Ils n'ont pas hésité à dire qu'ils ne viendraient pas à Spa parce que c'était trop court pour eux, mais ça fait longtemps qu'ils le disent. Et je suis particulièrement impressionné par ce team Glickenhaus parce que, pour être honnête, je m'attendais à avoir un peu une sorte de Bike-Calls bis. C'est-à-dire un team voilà qui fait un peu de l'esbrouf, qui annonce plein de choses et puis qui finalement ne tient jamais ses promesses, qui n'arrive pas à faire ce qu'il était venu pour faire. Enfin, et finalement non, ils ont développé la voiture parfaitement, ils ont testé la voiture pile au moment où ils devaient la tester. Ils espéraient peut-être être à Spa, mais en tout cas ils ont dit que c'était jamais l'objectif principal. Et ils ont dit que voilà finalement ils ne seraient pas à Spa, mais qu'ils seraient là soit à Portimao, soit au Mans. Et finalement on a vu la voiture tourner. Il y a des pilotes qui sont excellents. Qu'on a l'habitude de voir en endurance. Je pense à Romain Dumas, à Ryan Briscoe qu'on avait vu avec Ford aussi, Gustavo Menezes qu'on connaît très bien. Enfin bon bref. Je voulais en parler des pilotes justement parce que je trouve que tout le line-up est vraiment extraordinaire. Ce qu'ils ont réussi à composer en termes de line-up. À part, alors Franck Mailleux, je ne sais pas exactement quel sera son rôle dans cet équipage, mais si tu regardes les autres pilotes, Richard Westbrook, c'est un mec qui a couru en GT pour 4 gros constructeurs quand même, pour Porsche, pour Chevrolet, pour Ford et pour Aston Martin dernièrement. Olivier Pla, c'est un mec qu'on a vu en LMP2 et en GTE Pro, tu l'as dit, avec Ford. Gustavo Menezes, on l'a vu en LMP2 en LMP1. Donc finalement, dans un même équipage, tu as des mecs qui ont fait du GTE, du LMP2 et du LMP1. Ryan Briscoe, tu l'as dit, on l'a vu en GTLM, en GTE, on l'a vu en DPI en Amérique du Nord, on l'a vu en LMP2. Pipo Derani, c'est un mec qu'on a vu pareil en Proto et en GT en Europe. Romain Dumas, forcément, c'est un mec qui a été champion du monde avec Porsche en LMP1. Donc, c'est quand même 6 pilotes extrêmement solides pour Glickenhaus et qui sont une preuve supplémentaire de la solidité du projet pour moi. Oui, effectivement. Et quand tu as autant de bons pilotes qui font confiance à un projet, c'est de bon augure. On n'a jamais vu un line-up aussi fort, justement, chez Bike-Calls, par exemple, où il y avait toujours des pilotes où on se demandait un peu ce qu'ils faisaient là. Là, c'est pas le cas. Tu demandais quel était le rôle, d'ailleurs, de Franck Mailleux, effectivement, qui fait un peu tâche, entre guillemets, sur ce line-up. Franck Mailleux, lui, il est plutôt là dans un rôle de développement. Il a apparemment rejoint le projet assez tôt et il a beaucoup roulé sur les essais, etc. Et je pense que c'est plutôt là son rôle. Je ne pense pas qu'on verra Franck Mailleux en course. Je me trompe peut-être, peut-être sur un remplacement ponctuel. Mais en tout cas, je pense pas qu'on le verra. Et puis, on n'a rien contre ce pilote, mais c'est vrai qu'il est d'un calibre un peu moins que les 6 dont on a parlé, qui sont vraiment des pilotes de calibre mondial. Et puis donc Toyota pour leur faire face avec un line-up quasiment inchangé, toujours Mike Conway, Kamui Kobayashi, José Maria Lopez sur A7 et Buemi, Hartley, Nakajima sur la 8. On repart avec les mêmes équipages, c'est normal, c'est une nouvelle voiture donc il vaut mieux garder un maximum de stabilité dans les équipes. Et Toyota donc qui va voir ses concurrents arriver à 1, Glickenhaus en 2021 en cours de saison, Peugeot en 2022, Ferrari en 2023. Mais pour les concurrencer sur ce premier meeting, Alpine est là en LMP1. Quoi, Alpine en hypercar? Et non, pas vraiment, puisque l'Alpine
A480. Est-ce qu'on peut dire que c'est une rébellion, une Oreca, une Acura? C'est quoi exactement Et ben comme, c'est comme tout chose? ça à la fois, c'est ça qui est beau. C'est une voiture qui a été rebadgée je ne sais pas combien de fois, qui a un moteur Nissan en plus, Nissan Gibson. Alors c'est pareil, c'est toujours un peu compliqué. En tout cas, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre ce que fait Alpine. Alors effectivement, Alpine était présent en LMP2. Ils ont préféré racheter ce châssis Rébellion pour le faire courir en LMP1. Alors en fait, c'est une LMP1, mais qui est bridée pour rattraper les performances des hypercars. En tout cas, ça me ferait beaucoup rire que cette rébellion bridée et rebadgée soit capable d'aller battre Toyota au Mans, parce que avec tous les efforts vraiment phénoménaux qu'ont fait Rébellion pendant des années et des années pour essayer de concurrencer Toyota, ils n'ont jamais eu une balance des performances qui leur était favorable. Et si là, la balance des performances qui est mise en place permet à Alpine d'aller se battre contre Toyota, je pense qu'il va y avoir des grands déçus en Suisse. Oui, oui. Et puis, bon, ce projet, on ne sait pas sur combien de temps il durera. On en avait parlé lors de la pré-saison F1 que Alpine s'éparpillait peut-être un peu trop pour son retour sur le devant de la scène des championnats mondiaux, plutôt que de rester focus sur un championnat. Là où justement Aston Martin a fait le choix contraire de partir du GTE Pro pour aller en F1. On verra ce que ça donne, hein. C'est un très bon trio, Negrao, Vic Xavier et Lapierre. Après, bon, c'est une fois que toutes les hypercars seront bien installés, que tous les systèmes hybrides, que tout fonctionnera, qu'est-ce que va donner cette Alpine qui est non hybride, qui est datée de 2017, voire avant? Hein, c'est une question qu'on peut se poser, qu'on pourra se poser en cours de saison, je pense, notamment sur les dernières courses à Fuji, à Bahreïn. Et puis surtout, quelle est la stratégie à plus long terme d'Alpine, puisque là, ils vont pouvoir courir qu'en 2021 avec cette voiture, qui sera de toute manière obsolète à partir de 2022, et Tout à qui ne fait. sera plus autorisée. Et ils n'ont même pas annoncé le développement d'un prototype. Donc ça veut dire qu'ils n'ont même pas ils n'ont même pas choisi par la suite de développer une voiture pour rejoindre à plein temps et avec une vraie hypercar cette catégorie reine de l'endurance. Donc c'est vraiment un one shot. On a l'impression qu'ils ont vu l'opportunité de faire un coup un peu marketing, de racheter une voiture qui traînait, de l'engager une saison supplémentaire, et puis un petit tour et puis s'en vont et au revoir. Alors, moi, j'ai vu passer deux théories sur Reddit. Alors, on finira par ces théories loufoques avant de passer au pronostic. Mais j'ai vu passer deux théories. La première, c'est que comme Liken Halls voulait engager plus de voitures que deux pour les saisons suivantes, Alpine pourrait en avoir une. Mais pour le coup, Alpine, c'est pas une écurie privée, c'est un constructeur. Donc, un constructeur qui rachète une autre voiture à un autre constructeur pour la rebadger. Bon, ça me paraît un peu loufoque, mais c'est quelque chose que j'ai vu pas mal grossir sur Reddit. Et la deuxième chose que j'ai vu, c'est Alpine qui s'associe à Baïkoles. Mais alors là, on est dans un étage supplémentaire du n'importe quoi. Donc je pense qu'on reste sur ton hypothèse du one shot. C'est la plus simple pour l'instant. Une Alpine by Calls, je signe des deux mains. Ah bah moi aussi, hein, surtout pour voir Esteban Guerré et Tom Dillman dedans, qu'on embrasse, excellent pilote. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Mon cher Louis, ton prono, catégorie par catégorie, des champions en fin de saison. Alors il y a certaines catégories pour lesquelles ça va peut-être être plus facile que d'autres. On va commencer par le GTE AM. Est-ce que tu as une voiture à me sortir du lot? Bah, on a parlé des gros teams du Project One et du DMC Proton Racing. Moi, j'aime bien ce DMC Proton Racing, avec notamment la 77 avec Matt Campbell et Christian Reed. C'est un équipage que j'aime beaucoup et je vais miser sur celui-là. Mais on sait que la lutte en GTE AM est toujours très très serrée. Il y a d'excellents pilotes aussi chez AF Corse, chez Iron Lynx, on en a parlé. Aussi dans ce team Northwest AMR en fait qui engage l'ancienne Aston Martin officielle en GTE AM avec Augusto Farfus et Paul Dalla notamment, qui devra aller très vite. Et toujours chez Aston Martin, il y a la voiture du TF Sport avec Felipe Fraga, Ben Keating. Ça c'est pareil, ça va très vite aussi. Hein, donc c'est compliqué, mais je vais miser sur le DMC Proton Racing. Écoute, je vais prendre un petit risque et je vais miser sur la 98, l'Aston Martin de Farfus, Gomez et Dalla parce que Farfus et Dalla, c'est deux pilotes qui ont énormément d'expérience en WEC. Et Marcos Gomez, c'est un pilote qui, en Stock Car Brasil, a fait le taf depuis de nombreuses années. Donc, je vais partir là-dessus, mais c'est plus un coup de poker qu'autre chose. En LMP2, mon cher, qui vois-tu remporter ce titre? Et là aussi, hein, tu me poses vraiment des cols aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y a d'excellents pilotes un peu partout dans tous les équipages. Il y a effectivement ce team Real Team qui est un team suisse et qui est assez séduisant avec Loïc Duval et Norman Nato, qui sont deux pilotes que j'apprécie beaucoup.
Esteban Garcia, on ne sait pas trop ce qu'il vaut, donc c'est compliqué de miser sur cette voiture. Tu en parlais et je pense que je vais faire le choix le plus simple, hein, c'est miser sur le team Jota avec notamment cette numéro 28 avec Blomqvist, Gelael, Van Dorn qui s'est très bien comporté en ELMS. Mais aussi cette numéro 38 avec Davidson et D'Acosta notamment et Roberto Gonzalez qui est un pilote qu'on commence à bien connaître. Donc il y a pour moi deux équipages très très forts du côté du team Jota. Moi, la seule interrogation que j'ai sur Sean Gelael, c'est après son problème de santé l'an dernier, est-ce qu'il est remis à 100%? Parce que c'est un mec qui a la vitesse de pointe nécessaire pour aller à MP2. Mais du coup, je pars sur la 22, moi, de United Autosport dans le doute, puisque Felipe Albuquerque et Philippe Hanson, c'est assez sécurité niveau place finale au championnat du monde. Je pense que ça peut faire top 3 facile, donc je pars sur la 22 de United Autosport. Ceci dit, mon cœur aimerait vraiment voir la numéro 21 du Dragon Speed s'imposer avec Ben Hanley, Henrik Edman qui sont des pilotes qu'on connaît bien, mais surtout un certain Juan Pablo Montoya évidemment. On est quand même en 2021 et dans des championnats du monde, on a encore Kimi Raikkonen, Fernando Alonso et Juan Pablo Montoya. Qui l'aurait cru il y a quelques années. C'est toute mon enfance. Hein. c'est notre enfance à tous, je pense. En GTE Pro, attention là, ça joue le championnat du monde. Qui vois-tu être couronné champion du monde à la fin de la saison? Bon, de toute manière, j'ai une chance sur 4, donc oui. J'ai quand même assez peu de chances de me tromper par rapport aux autres catégories. Moi, mon cœur balance toujours du côté de Porsche en endurance. Je suis désolé. À tous nos amis tifosi, je préfère Porsche en endurance. Ça a toujours été comme ça. Et donc, je vais miser sur la numéro 91 de Jimmy Bruni, Richard Lietz et Frédéric Makowiecki, qui est un équipage qui est en général très très rapide. Eh ben, écoute, je vais m'opposer à toi là-dessus, juste par prise de risque. Mais là, je vais partir sur la 51 de James Calado et Alessandro Pierguidi. À voir, bien évidemment, puisque Ferrari n'a pas encore annoncé son 3e pilote pour Le Mans. Et ça peut changer beaucoup de choses, puisque Le Mans rapporte le double des points. Mais sinon, je vais partir sur la 51 de AF Corse. Et puis enfin, alors là, tu parlais de très peu de chances de te tromper. Là, il y a encore moins de chances de te tromper en hypercar normalement, puisqu'il n'y a que 3 voitures qui feront toute la saison. Donc, qui ont plus de chances d'être titrés, bien évidemment, à moins que Glinkelos remporte toutes les courses après, on ne sait jamais. Et que les abandons s'enchaînent, on ne sait jamais. Exactement. Ça peut toujours arriver. Ça peut toujours arriver, c'est de l'endurance, tout peut arriver, et surtout sur des voitures qui font leur première année. Mais je vais te laisser nous dire ton pronostic. Non, mais je vais de nouveau ne pas prendre de risque. Je vais miser sur la 8 de Seb Buemi, Brendan Hartley et Kazuki Nakajima, qui sont vraiment un peu les darons chez Toyota. Oui. Et de toute manière, on est là encore jamais à l'abri d'une erreur de José María Lopez, hein, qui aime beaucoup mettre sa voiture en tête à queue. Et au final, je pense que rien que pour ça, la 8 a déjà un gros avantage avant même la première course. Ouais, c'est vrai que Pechito Lopez reste toujours un pilote de touring car dans l'âme. Mais tu sais quoi? Eh ben, j'aime le risque et du coup je vais partir sur la 7 puisqu'ils sont champions en titre, donc pourquoi pas tenter le fun, même si ça s'était pas joué à grand chose. Donc Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María Lopez, mais c'est juste pour Kamui Kobayashi et pour personne d'autre. Ah, mais pareil, hein, Kobayashi c'est un peu mon enfance aussi. J'adore Kobayashi. Du coup, on se retrouvera, nous, on fera pas de bilan de mi-saison sur ce championnat puisqu'on fera la preview des 24 heures du Mans, donc ce qui nous permettra de faire un bilan de mi-saison quasiment puisqu'on sera 3 courses de fête et on fera bien évidemment la preview et l'analyse d'après-course des 24 heures du Mans, c'est quand même la plus grande course du monde. Donc on aura une vue plus claire sur ce championnat, une vue plus claire aussi sur cette réglementation Cup, sur l'arrivée de Baïkoles, de Glickenholz, en hypercar. Baïkoles, c'est pas pour tout de suite. La voiture devrait rouler cette année, mais c'est pas avant 2022 normalement, si jamais ça arrive. Louis, je te remercie d'avoir présenté ce championnat du monde d'endurance qui est vraiment dans une année de transition et ça va être étrange quand même comme saison. Et on va pas se mentir. Oui, ça risque d'être assez étrange, du moins sur les premières courses avant que Glickenhaus n'arrive. Glickenhaus qui sera vraiment l'attraction, je pense, de cette saison. Et les chouchous. Et nos chouchous, bien sûr. En tout cas, on vous remercie, vous aussi, de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça nous fait vraiment plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, tout ça. Hein. Clément peut vous rappeler aussi le Twitter. Le Twitter, c'est @multi21_podcast. On a dépassé les 200 abonnés dernièrement. Oh là. Et vous êtes très actifs et ça fait plaisir. On a tous les jours des questions ou des échanges avec pas mal de membres. Notamment, on embrasse Feiloto, grand admirateur de Baïkoles, donc je sais qu'il voulait qu'on en parle. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Multi21. Salut! Salut à tous!